Et je m'en vais appeler notre invité de ce soir, le candidat, le pasteur Théodore Ngoy. Il est là, il avance. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Prenez place. Pasteur Théodore Ngoy, candidat président de la République. Vous êtes sur ce plateau. Vous êtes sur cette chaise qui sera la vôtre après le 20 décembre 2023. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Qui êtes-vous exactement? Qui est le pasteur Théodore Ngoy? Je suis né le 5 juin 1958 à Lubumbashi. Mon père, qui nous a déjà quittés, qui m'a appris que la richesse, c'est des valeurs auxquelles on croit, droiture, honnêteté, intégrité, qu'il ne faut jamais monnayer. Il m'a dit, donc, si les gens disent que tu es pauvre, il ne faut pas regretter. Si les gens disent que tu es malhonnête, mais que ce soit faux, ta lumière viendra de l'Éternel qui te justifiera. Mon père était de Lupichi. Lupichi, c'est dans le Malembankulu, le village Kamwanga, et ma mère de Bukama, dans la collectivité de Kinkonja, dans le village Kamwanga. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire officielle de la Katoba première, à Lubumbashi, dans la commune de la Katoba. La route Kabulo-Roger qui va vers la digue, l'école est encore là. Je pense que je me ferai le devoir de la visiter après mon élection et de voir comment on peut relever ne serait-ce que les bâtiments et même toute l'infrastructure de cette école. Après, je suis allé étudier d'abord à Nyota Azaïr, d'abord au CEU Mavuno, ensuite Nyota Azaïr, puis je suis allé finir mon diplôme d'État à l'Institut Ouezo. Le préfet de cet institut, Ochudi Djamba, est toujours vivant. Il est le préfet du lycée Kiwele. Mais avant lui, c'était professeur Banza Kalumba, qui l'a remplacé, le préfet Banza Kalumba. Et puis, il y avait un directeur des études, Moué Pouchamboui, qui est devenu plus tard préfet du lycée Kiwele, puis de l'Institut Oshindi, où je suis devenu moi-même plus tard proviseur, intérimaire, et même préfet intérimaire, parce que le préfet n'était pas toujours là. Malheureusement, cet homme des valeurs, Moué Pouchamboui, nous a déjà quittés, comme le préfet Mwamba. Le préfet Mwamba était, Bamoué Mwamba, était préfet de l'Institut Tazaïr, psychologue de formation, qui aurait pu être très utile à ce pays. Et j'aurais évidemment fait de lui ministre de l'enseignement primaire et secondaire, mais il nous a déjà quittés aussi. Et je suis allé étudier à l'université de Lubumbashi, où j'ai fini ma licence en sciences politiques en 1985. Mulumbati Ngasha, professeur ordinaire et émérite maintenant, je crois, a dirigé mon mémoire. Et plus tard, je suis allé à Bukavu, où j'ai donné cours à l'Institut d'Ibanda et à l'ISDER Bukavu avant de me retrouver à Kinshasa, où j'ai commencé ma carrière à la Banque centrale du Congo. J'ai exercé les fonctions de secrétaire du conseil d'administration, mais bon, j'ai été démis d'office pour des raisons injustes. Je réclame d'ailleurs d'être rétabli. J'avais déjà été rétabli en partie, j'attends d'être rétabli entièrement. Et j'ai profité d'un moment où j'étais donc libre pour faire le droit à l'UPC. J'ai commencé en premier graduat. Je suis licencié de la deuxième promotion en droit, et puis je suis allé faire les études supérieures en droit à l'UNIKIN.
Quand l'on a incendié ma propriété, que je me suis retrouvé bloqué en exil en Grande-Bretagne, j'en ai profité pour faire une thèse de LLM à Oxford Brookes University. Donc j'ai un degree, comme on dit, de LLM by Research pour une thèse qui a été reçue. Et puis je suis revenu à Kinshasa, j'ai soutenu ma thèse en droit. Le professeur Akele Adao, qui nous a quittés, un savant du droit qui est parti très tôt, était le promoteur. J'étais encadré par le professeur Kenge Kenge, un homme qui a partagé avec moi l'amour de la science et surtout la méthodologie. Je viens d'ailleurs de publier un livre sur la méthodologie juridique à l'attention des étudiants pour faire les TP, les mémoires, les TFC, les mémoires et les thèses en droit, où je démontre que si le droit est une science sociale, mais il est avant tout une science normative. Donc vous êtes docteur en droit? Je vais terminer. Il faut faire la recherche en droit à partir des sources de droit. Par la poche documentaire, c'est mon livre qui est publié. Donc je suis docteur en droit de l'université de Kinshasa. J'avais été élu député provincial de l'Assemblée provinciale du Katanga avant son morcellement. Et j'ai été élu en son sein président de la commission qui a rédigé les règlements intérieurs, qui a servi de modèle d'ailleurs à toutes les provinces. Je suis actuellement professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale. Je suis chef du département de droit public. Je suis avocat, conseil à la Cour pénale internationale. Je suis le président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. Et je suis le candidat président de la République numéro 17. Vous êtes aussi un homme de Dieu. Je suis pasteur de l'église de la Gombe, à Kinshasa. Voilà. Théodore Ngoï, merci pour ce parcours, ce parcours ô combien élogieux. Mais on retiendra que vous avez été candidat à président de la République en 2011. Vous l'avez été également en 2018. Et vous venez en 2023 avec la même ambition. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi vous tenez mordicus à briguer la magistrature suprême et vous allez nous donner, par ricochet, votre plan d'action pour la République démocratique du Congo. Et vous avez 5 minutes pour ça. Je n'ai pas été candidat en 2011. Je ne l'étais pas non plus en 2006. J'avais annoncé que je serais candidat en 2006. Fin 2005, on a considéré que j'avais offensé le président qui était en place. On m'a arrêté, on m'a menotté, on m'a mis à Makala. Et j'étais le dernier prévenu à comparaître devant la Cour de sûreté de l'État le 16 février 2006. Mais je n'ai jamais été jugé. Et donc je n'ai pas pu être candidat en 2006. Je ne l'ai pas été en 2011. J'étais en exil forcé. Je suis revenu en 2011. J'étais par contre candidat député national. J'ai été élu, mais on a suspendu la publication des résultats et on a nommé des députés. J'ai été effectivement candidat en 2018 et je suis candidat en 2023 parce que l'enjeu de l'élection, c'est trouver un homme bon. Angelo Bandi, nous avons besoin de quelqu'un de bien, qui a la compétence, qui est honnête, qui est intègre, plutôt que d'avoir des gardiens. Parce que depuis la conférence de Berlin, les nations qui se sont réunies et qui ont fait du Congo, l'État indépendant du Congo en anglais, Free Congo, ont décidé qu'il n'y aura aucun pouvoir souverain sur le Congo. Ils auront la liberté de navigation sur les bassins conventionnels du Congo, ils auront la liberté de commerce. Et Léopold II était un gardien, mais Léopold II a commencé à construire la Belgique en coupant les mains des Congolais qui ne réunissaient pas la quantité de caoutchouc et de l'ivoire. Le rapport Roger Casement, qui avait été demandé par la House of Commons, a accusé Léopold II de génocide contre les Congolais. Alors il a préféré éviter d'être jugé, il a cédé ce qu'il a appelé ses possessions du Congo.
Et 80 ans durant, la Belgique a continué à exploiter nos ressources. Les autres États ont fait de la Belgique le gardien. En 60, on a voulu que le Lumumba devienne gardien, il a refusé. On a dit que c'est un chien enragé. On l'a tué. Mobutu est resté au pouvoir pendant toutes les années que vous connaissez. Laurent Désiré Kabila est arrivé. Un secrétaire d'État, un ancien secrétaire d'État américain a dit qu'il commençait pour la première fois à bâtir la nation congolaise. Évidemment, on l'a assassiné. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas un gardien des intérêts des Congolais à la tête de l'État. Nous avons toujours eu des chefs d'État qui sont des gardiens, qui jouent le rôle des gardiens des intérêts des autres. Des intérêts de ceux qui ont armé le Rwanda à l'ombre du génocide rwandais pour occuper notre pays et nous empêcher d'organiser notre économie parce que nos ressources ne sont pas sous notre contrôle. Elles sont exploitées par d'autres pays à travers le Rwanda et l'Ouganda. Et le Rwanda a même créé, je crois, une usine de transformation de notre colombium tantalum, alors que le Rwanda n'a aucune ressource de ce genre. Donc, il faut un homme qui va reprendre en main le destin de notre pays, qui en a les compétences, qui en a les moyens intellectuels, mais aussi les moyens sur le plan moral. Et je suis cet homme-là. Le président Joseph Kabila, un jour, quand je lui demandais pourquoi je n'étais pas encore établi à la banque alors que je le connaissais, je le fréquentais, il a levé son doigt et m'a dit, tu n'es pas comme les Congolais, tu as une mission que le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée pour le Congo. Ne parle pas comme les Congos, ne travaille pas les Congos. Hassan Siti, Etienne Tshisekedi, avec qui je m'entretenais souvent, a dit à maman Marthe, qui est encore vivante, qui peut donc le confirmer, parce qu'elle me reprochait le fait que le gouvernement, j'étais proche à l'époque, mais j'avais refusé les fonctions qu'on m'a proposées parce que j'estimais que mes valeurs ne pouvaient pas être mises en exergue au sein de ce gouvernement. Il faut que je devienne moi-même président de la République, parce que pour faire la justice, vous allez avoir même le peuple contre vous. Tous ceux qui sont prédateurs nationaux, associés aux prédateurs internationaux, ne voudront pas d'un homme qui aime la justice. Il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Et donc, je n'étais pas donc au gouvernement, bien comme il avait proposé. J'avais même été nommé par décret gouverneur de la Banque centrale, mais ils ont retiré le décret, je n'ai pas pu exercer ces fonctions. Alors, maman Marthe disait, Pasteur Ngoye, ce côté Abisso le sous. Et Etienne Tshisekedi lui a dit, tu ne parles pas à Théodore Ngoye comme tu parles là. Il n'est pas comme les Congolais. Et il m'a dit que, Pasteur, c'est vous qui ferez de ce pays un état de droit. Donc, je suis candidat président de la République parce que aucun de ceux qui m'ont précédé, aux fonctions que je vais prendre, j'espère que je vais faire la remise et reprise avec le candidat président de la République sortant, qui a dit au peuple congolais, je n'en peux pas. Mboke Koufakala, la justice détruit la nation, lui magistrat suprême. Donc nous allons lui donner l'occasion de se reposer, comme on dit dans ma langue, qui c'est là qui va mouler maintenant. Donc, Mokumba Komi Kilo Ponaye, il va se reposer, il va être le deuxième sénateur à vie, que moi je vais protéger, pour que la paix règne au Congo. Je suis le candidat numéro 17. Le 17e jour, Dieu a fait pleuvoir sur le pays pour détruire tout ce qui était corrompu. Et le 17e jour, l'arche est allée se reposer sur les montagnes de la Rate. C'est moi que Dieu va utiliser pour faire reposer ce bateau qu'est le Congo sur la montagne de paix. Et nous allons commencer la vraie construction. Parce qu'il faut arrêter la destruction que le président sortant n'est pas capable d'arrêter. Voilà, Théodore Ngoye, on a suivi votre vision sur le Congo. Maintenant, nous allons commencer les échanges avec les différentes thématiques. Nous allons parler de la politique nationale, administration territoriale et réforme institutionnelle. Et je m'en vais vous poser juste la première question. Une fois élu président de la République, que pensez-vous de l'actuelle Constitution ? Est-ce qu'il y a des articles que vous allez
retoucher? Vous envisagez une révision de la Constitution ou vous allez la garder telle qu'elle? Bon, c'est évident que dans un premier temps, je vais la garder comme telle, mais il faudra en revoir l'essentiel, c'est-à-dire le contrat de société, qui n'est pas appliqué. La Constitution porte un très bon contrat de société, protection des droits de l'homme, protection des droits de la défense, protection de la présomption d'innocence, protection de la propriété privée. Bon, mais il y a par exemple cette affirmation selon laquelle l'État exerce une souveraineté permanente sur ses ressources. C'est insensé. L'État congolais est propriétaire du sol et du sous-sol. Donc, de ce point de vue, j'amènerai la majorité à modifier la Constitution pour qu'on affirme clairement que l'État congolais n'exerce pas une souveraineté permanente. L'État congolais est les propriétaires. Et je vais aussi mettre fin à ce dualisme au niveau des institutions. On a un président de la République, un Premier ministre, qui en réalité, lorsque le président de la République est le chef politique, parce qu'il est le chef constitutionnel quand il est élu, et le chef politique quand il a la majorité à l'Assemblée nationale, l'actuel président a une majorité fabriquée de toutes pièces. Et il a carrément fait traverser le Rubicon aux députés élus comme députés d'un groupe politique, d'un groupement ou d'un regroupement politique, mais ils sont devenus par enchantement des députés de ce qu'on appelle Union pour la Nation. J'amènerai, lorsque je serai président de la République, je m'organiserai pour que j'ai une majorité légitime, pas achetée. Et je vais amener cette majorité à comprendre qu'en réalité, notre régime est présidentiel. Le chef de l'État est le seul qui convoque le Conseil des ministres, l'organe de décision du gouvernement. Ce n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, il conçoit la politique avec le président de la République. En fait, vous connaissez le projet des 100 jours, la vision du chef de l'État, le programme du gouvernement. C'est en fait le chef de l'État qui est le chef du gouvernement, en réalité. C'est lui qui a le pouvoir de faire fonctionner les services publics par son arbitrage. Il faudra donc que l'on établisse des institutions stables où le président de la République est véritablement le chef du gouvernement, où on a une assemblée nationale qu'on ne peut pas dissoudre, un président de la République qui ne peut pas être mis en cause par l'Assemblée nationale et va faire le contrôle du fonctionnement du service. Les ministres pourront être responsables devant le Parlement, mais le président de la République ne pourra en aucun cas être remis en cause par quelque moyen que ce soit. C'est le régime présidentialiste que je pense pouvoir installer parce qu'il répond à nos schèmes de pensée, à notre culture, à notre imaginaire collectif. Tata Yenzale Sili. Donc, n'imagine pas un président de la République comme on l'a fait en 60, un président de la République qui est élu par le Parlement à la demande de celui qui a la majorité, en l'occurrence c'était Lumumba, mais qui ensuite a commencé à révoquer le Premier ministre qui ne pouvait pas révoquer, qui n'avait pas le pouvoir de révoquer. Voilà, on retient que vous allez cette crise-là. On retient que vous allez réviser certains articles de la Constitution. Il y en a plusieurs autres. Politique actuelle. Alors on va prendre la question de Oscar Mbalkaïj. Pasteur Théodore Ngoy, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être en face de vous aujourd'hui parce que vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Vous êtes pasteur, professeur d'université, docteur à thèse, vous l'avez dit, vous êtes professeur ordinaire et en même temps politologue. Ma question, c'est celle de savoir, parce que vous avez parlé d'un homme juste dont le pays a besoin, et cet homme juste, c'est vous. Tout à fait. Et l'appareil judiciaire
congolais est gangréné de beaucoup de maux. Il y a beaucoup de maux qui gangrènent justement cet appareil judiciaire de la RDC. Et dans les cas des réformes institutionnelles, par où allez-vous commencer? Parce qu'aujourd'hui, l'appareil judiciaire ou la justice, c'est elle qui élève une nation. Je vais commencer, et cela va traverser tout mon mandat. Je vais commencer par l'homme d'abord. Le problème du Congo, c'est un problème d'homme, un problème de mentalité. Lorsque on n'assure pas la dignité du Congolais, en lui offrant la protection de sa liberté, de sa dignité, en lui offrant les conditions de vie, l'accès à un salaire décent, à un logement décent, eh bien, il cherche à trouver les solutions à ces problèmes. Il recourt à la corruption. Regardez les roulages sur la route. Ils doivent chercher l'uniforme eux-mêmes, s'acheter l'uniforme eux-mêmes. Dans notre pays, ils ont quel salaire? Ils ont des enfants, ils sont mariés. Alors ils sont obligés de commander. Donc c'est des pratiques que vous encouragez à vous entendre parler. Pardon? Vous encouragez ces pratiques-là à vous entendre parler. Vraiment? C'est ce que vous entendez que je dis. Monsieur Poinet, je suis en train de dire, parce que l'on n'a pas assuré la protection de la dignité du Congolais, de sa liberté, de son patrimoine, de son intégrité physique, même de sa vie. Le Congolais n'est pas protégé. La démocratie, c'est la protection des citoyens dans leur liberté, leur dignité, leur vie, leur intégrité physique, leur patrimoine, et la protection de l'État à cause des citoyens. On protège le patrimoine de l'État qui aujourd'hui n'est pas protégé. Le patrimoine de l'État, les ressources minérales et autres richesses sont pillées. L'argent du contribuable est pillé sous le mandat du candidat président de la République sortant et qui va sortir. Nous avons découvert qu'on pouvait détourner 500 millions. Qu'un fonctionnaire pouvait détourner 500 millions. Et la question d'Oscar, c'est de savoir quelles sont les réformes que vous pouvez initier dans le secteur de la justice. Tout à fait. Et je voudrais vraiment insister sur la liberté dont je dois jouir ici, parce que, conformément aux dispositions des articles 110 bis et 111, c'est le seul moment où les candidats ont accès à ce média national qui, à longueur de journée, parle du candidat sortant. Comme en 2018, parle du candidat qui est au pouvoir. Et donc, il faut nous laisser nous exprimer. Oui, allez-y, vous avez nous votre interrompre, liberté. parce qu'il a posé une question, moi je suis en train d'y répondre, vous m'interrompez pour me faire croire que j'étais en train de dire que ces pratiques-là, je les approuvais. Maintenant vous dites, vous ne répondez pas à la question de Oscar. C'est Oscar, hein? Oui, c'est Oscar. Je suis en train de lui répondre. Et je répondais en même temps à ce que vous avez introduit comme élément. Donc j'ai dit que le patrimoine doit être protégé, l'argent des contribuables doit être protégé contre les prédateurs nationaux et les prédateurs internationaux. Et dans cette protection-là, il faut assurer le salaire décent aux magistrats, comme à tout fonctionnaire, comme à l'enseignant, au professeur d'université que je suis. Quand je serai président de la République, les professeurs n'auront pas à aller négocier avec les ministres de l'Instruction et les ministres de la fonction publique. Je vais prendre des décisions qui permettent aux professeurs d'université qui a les statuts, qui est une référence dans la société, aux professeurs de l'école primaire, à l'enseignant de l'école primaire, qui nous donne les rudiments, la base, il doit être respecté, notamment par un salaire qu'on lui donne qui lui permet de vivre dans la dignité. Et donc c'est le social je pense que qui sera votre priorité. Absolument. Réformer la justice, c'est réformer d'abord l'homme. C'est assurer qu'il n'y aura personne parmi les magistrats qui sera impuni.
Je vais réformer le Conseil supérieur de la magistrature, qui est devenu une corporation, n'est-ce pas? Parce que le président de la République nomme, promeut, met en retraite, révoque les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le président de la Cour constitutionnelle. Et même les ministres de la Justice, protocolairement, est en dessous de lui. Mais je vais changer ça. Le président de la République et le magistrat suprême, il doit, comme en France par exemple, présider le Conseil supérieur de la magistrature. En France, c'est pas pour donner des pouvoirs, c'est pas beaucoup de pouvoirs pour le chef de l'État. On a fait une erreur en croyant qu'il faut donner beaucoup de liberté aux magistrats de décider entre eux. C'est une erreur qu'on a faite. D'abord, le magistrat du parquet n'est pas indépendant. Le magistrat du parquet, c'est le policier. C'est l'envoyé du chef de l'État. C'est l'envoyé du roi. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, en Belgique, on l'appelle procureur du roi. D'où vient le magistrat du parquet? C'est le roi, en France, qui veut qu'on arrête tous ceux qui ne payent pas l'impôt et qui désigne des avocats qui vont devant les juges et qui parlent à partir du parquet. C'est pour ça qu'on les appelle magistrats du parquet. Ceux qui parlent à partir du parquet. Le parquet, c'est ça, là où sont nos pieds. Et les juges étaient à l'estrade. C'est plus tard que les magistrats du parquet est passé à l'estrade et on l'appelle magistrat debout parce qu'il parle debout. Alors, ces magistrats-là étaient au service du roi, des envoyés du roi, pour rechercher les infractions, surtout les infractions en matière de non-paiement d'impôts. Et le roi a nommé un chancelier pour les gérer. Et ce chancelier a été chargé aussi de garder les sceaux du roi. C'est pour ça qu'on l'appelle garde des sceaux. Voilà. Et donc, les magistrats ne sont pas indépendants. Ils sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Et ils doivent l'être. Ils doivent être sous cette autorité-là. Le Conseil supérieur de la magistrature doit évidemment faire des propositions en matière de carrière. Ils doivent aussi jouer le rôle en matière disciplinaire, encore que là-bas, moi j'ai été avocat d'un certain nombre de magistrats et j'ai gagné tous les procès d'ailleurs en leur faveur. La justice ne fonctionne pas de manière indépendante en réalité. Savez-vous que tous les chefs de juridiction apposent des visas aux décisions? On dit que le juge est indépendant. Il n'a d'autre autorité que la loi. Mais c'est le chef d'office qui décide de la décision qu'ils doivent prendre. Même à la Cour de cassation, quand ils ont fini de proposer de faire leur projet, de délibérer, ils font le projet, ils déposent au premier président qui doit viser. Il peut dire, pas dans ce sens-là, vous allez dans l'autre sens. Et pourtant, ils interdisent les visas eux-mêmes, leur code d'éthique, mais ils ne les respectent pas. Le premier président de la Cour de cassation doit viser toutes les décisions. Moi, je suis avocat, il y a des décisions à la Cour de cassation dans lesquelles on ne prononce pas, jusqu'à aujourd'hui, depuis plusieurs années, parce qu'on attendait les visas. Vous allez au Conseil d'État, c'est la même chose. L'ancien premier président doit viser les décisions. L'actuelle, madame, la première présidente, vise les décisions. Même en matière de référé, où les décisions doivent se prononcer dans les 48 heures. Les décisions sont prononcées après une semaine, après 2 semaines, parce qu'il faut les visas du chef d'office. Ainsi de suite. Donc, je vais faire une réforme qui permet aux magistrats d'être contrôlés. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, tous les procès sont filmés. Tous les procès. Nous trouverons les moyens pour faire filmer les procès. Hier, je disais sur une chaîne de télévision que j'avais discuté avec un greffier divisionnaire. Il était d'accord avec moi, Jikaï, qui est du tribunal en instance, il est d'accord avec moi pour dire, si on prend des mesures pour s'assurer que